Bonjour Mathieu Lavigne. Bonjour Catherine Ego. Et bonjour à tous, auditrices et auditeurs de Confluent, l'émission qui donne la parole aux premiers peuples et à leurs alliés. Cette semaine, nous recevons André Dudemaine, qui mène d'une main sûre depuis plus de 30 ans le canot de Présence autochtone, ce grand festival qui a lieu chaque été à Montréal. En effet, Catherine, né de mère Innu en territoire algonquin, André Dudemaine est un Innu de Mashteuiatsh qui vante avec émotion les beautés de son Abitibi natal. D'abord réalisateur et animateur culturel, homme de rassemblement et de parole, André Dudemaine cofonde en 1990 Terre en Vue, l'organisme maître d'œuvre du festival Présence autochtone. En 2001, il co-préside la Corporation des fêtes de la Grande Paix de Montréal de 1701. Depuis plus de 30 ans maintenant, cet ardent défenseur du rapprochement culturel dirige Présence autochtone, festival multidisciplinaire dont les tipis nous rappellent chaque année que Montréal a toujours été un carrefour de culture et que Tiohtià:ke, son nom en mohawk, signifie où les courants se rencontrent. De nombreux prix et distinctions ont souligné au fil des ans l'inlassable travail de promotion des cultures autochtones d'André Dudemaine, notamment le prix Jacques Couture de l'Assemblée nationale du Québec pour le rapprochement interculturel en 2002, ainsi qu'un doctorat honoris causa de l'Université de Montréal en 2017. André Dudemaine est par ailleurs devenu compagnon des arts et des lettres du Québec en 2019. Dans cette entrevue, il nous raconte avec sa passion et sa ferveur habituelle l'extraordinaire parcours émaillé d'obstacles et d'envols du festival Présence autochtone. André Dudemaine, bonjour. Bonjour. Vous avez commencé votre carrière comme réalisateur et animateur culturel. En 1975, vous avez cofondé l'ancêtre du Festival international de cinéma d'Abitibi-Témiscamingue. Donc le cinéma, c'est votre premier amour. Oui, d'ailleurs, au départ, quand on a fondé Présence autochtone, on a donné le nom Terres en Vue à l'organisme fondateur et directeur du festival. Et le mot « vue », il y a une polysémie bien sûr dans le titre, mais le mot « vue » avec un S, on pensait aussi aux vues animées, qui est l'autre nom qui a été donné au cinéma. Les artistes autochtones qui commençaient à émerger beaucoup à cette époque-là trouvaient pas de débouchés. Alors, c'est dans cet esprit-là qu'on a fondé Terres en Vue et qu'on allait tranquillement vers la tenue du premier festival. Et disons que les événements, là, tout d'un coup, sont venus changer la donne. Il y a eu, au milieu de l'été 90, on venait de recevoir nos lettres patentes, Velant, les fameux événements d'Idoka, ce conflit territorial autour d'un cimetière traditionnel mohawk et qui a dégénéré en affrontement et donc le climat tout d'un coup venait de changer et ça a été pas mal plus difficile qu'on aurait cru au départ. Chaotique, oui. Donc ce n'était pas une réponse à Oka, parce que Terres en Vue a été créé en 1990, mais c'était pas une réponse à Oka, c'était vraiment décidé d'avance et Oka est venu en plein milieu. Ah oui, et même quand Oka est arrivé, et surtout après, quand on cherchait des ressources pour faire le festival, le premier festival a eu lieu au printemps 91, on a même pensé abandonner, on a dit c'est trop difficile, le climat était très, très, très agressif. Dès qu'on rentrait quelque part, avant même qu'on ait pu parler de notre projet, on avait des longs discours sur comment les Autochtones devraient être et comment les Mohawks étaient abominables. Et puis, bref, ça devenait très difficile. Et puis, d'ailleurs, on n'obtenait rien. C'était clair. C'est pour ça, d'ailleurs, que le premier festival était entièrement bénévole et fait avec un spectacle bénéfice. Et c'est avec ça qu'on a financé une toute petite 2 jours de projection qui ont suivi au cinéma ONF qui à l'époque était dans ce que j'appelais les catacombes Guy Favreau, c'est-à-dire dans un endroit assez obscur, pas tellement évident. Et voilà, donc ça a commencé vraiment, je dirais, en Lyon, mais vraiment dans une toute petite tanière pour le lion. Voilà. Et ça dure depuis 30 ans.
du Café Campus à la place des festivals. La présence autochtone a pris une ampleur Oui, considérable. effectivement. Alors là, il y a une longue histoire, évidemment. Ça va être la 32e édition cet été, du 9 au 18 août. J'en profite pour le placer. Ben oui. Et donc, oui, il y a eu un très, très long cheminement. Je dirais, il y a eu d'abord les premières années qui vont jusqu'à l'an 2000, les premiers 10 ans, on pourrait dire, où il s'agissait pour nous d'établir des partenariats puisqu'on avait pas les 3 premières années, on n'a pas eu aucune subvention. On a continué les spectacles bénéfices et pour pouvoir avancer, il fallait trouver des partenaires avec qui avaient déjà pignon sur rue. On a tissé comme ça des liens de coopération qui à la fois nous permettaient de remplir les objectifs qu'on voulait, d'établir tranquillement une crédibilité et puis en même temps d'avoir un certain écho dans la ville alors qu'on n'avait aucun moyen. Déjà, il y avait toute cette pression des artistes qui se sentaient à raison d'ailleurs, exclu de de toutes les possibilités d'exposition et de diffusion dans le grand espace de la métropole culturelle. Tout d'un coup, vous voyez dans ce tout petit guichet qu'on était, une place enfin possible. Et là, tout le monde s'engouffrait et on avait là une pression qui nous poussait à développer davantage nos partenariats. Et donc, on peut dire que les artistes autochtones ont refaçonné aussi à leur façon le festival. Mais en bout de ligne aussi, je me suis rendu compte en cours de route que ça correspondait à l'esprit autochtone, qui est celle où il n'y a pas de hiérarchie et où les choses sont mises en commun. Alors, le festival se retrouve ainsi à refléter l'âme des premiers peuples où quelqu'un qui fait un film qui va à Venise, c'est quelqu'un qui est honorable, mais la personne qui a l'art du perlage et qui le fait parfaitement sur un mocassin a aussi le même droit au même honneur et à la même place dans le cercle. Donc, notre vision a changé en cours de route, mais a été changée justement par ce contact avec les artistes autochtones qui non seulement nous ont mis au monde, mais tranquillement nous ont donné forme. Alors ça a été la première étape. Et là, durant cette étape-là, il y a eu quelque chose d'important qui est arrivé, c'est que nous, on avait, je ne sais plus, vers la 3e année, 2e ou 3e année, commencé à se donner un plan stratégique fait maison sur le coin de la table. Évidemment, tout le monde se payait des consultants à je ne sais pas combien de milliers de dollars, mais pour nous, il n'y en était pas question. Mais en fait, pour les demandes pour joindre un plan stratégique, il avait fallu en bricoler un. C'est d'ailleurs la tâche qui m'est incombée. Et c'est là qu'on a mis, nos objectifs. Le premier, on est en train, on a déjà le pied dans l'étrier pour créer un grand festival autochtone à Montréal. Ouais. Alors là, à la grosseur où on était, il y avait encore, vous voyez, du chemin à faire. Mais l'ambition était là. La vision était là. On a dit, il faut ramener, parce que là, il y avait eu Gilles Lavard qui avait publié son ouvrage, en fait, qui était l'adaptation de sa thèse de doctorat à l'Université Laval sur la Grande Paix de Montréal de 1701, et qui était pratiquement rayé, barré de la mémoire populaire. Hein. Puis personne s'en souvenait à l'époque. Alors, on a dit, il faut organiser une grande célébration en 2001, ça va être le 300e, et on veut organiser une grande célébration pour ramener à la mémoire populaire le rôle fondateur des Premières Nations dans la ville de Montréal et dans l'Amérique du Nord telle qu'on le connaît aujourd'hui. Alors, et aussi rappeler les messages de paix qui sont inhérents à toute la pensée, la rhétorique, la diplomatie des Premières Nations depuis les premiers contacts avec les Européens. Alors, rappelons la Grande Paix de Montréal, 1701, c'est les 39 groupes autochtones
convergent vers Montréal pour signer la paix avec les Français? En fait, faut voir qu'à l'époque, la notion de nation autochtone n'est pas aussi tranchée et définie qu'elle l'est maintenant. C'est des jeux d'alliance entre différentes communautés et différentes nations. Et des 39 signataires de la Grande Paix de Montréal, il y en a là-dedans qui représentent plusieurs nations et plusieurs communautés, qui deviennent les porte-paroles. Ce sont des ambassadeurs, et souvent qui viennent parfois de très loin, et qui représentent plusieurs nations. Alors donc, c'est une paix pratiquement continentale, c'est-à-dire que, disons, jusqu'aux Rocheuses, et donc qui permet de mettre fin à des guerres qui empêchaient tout développement, que ce soit au niveau des colonies anglaises ou des colonies françaises ou des Autochtones, des nations autochtones eux-mêmes, tout ce qui était les routes de l'époque, qui étaient les autoroutes de l'époque, qui étaient les cours d'eau, à tous les tournants, il y avait des embuscades possibles, et chacun cherchait à faire chavirer l'autre et lui prendre ses fourrures, parce que c'était évidemment le commerce des fourrures qui était l'épine dorsale économique à l'époque. Alors donc, ça n'allait pas. Et puis les Premières Nations étaient décimées par les maladies aussi. Alors, si on rajoute à ça un effort guerrier qu'il faut bien soutenir quand tout le monde est en guerre. Il y a énormément de morts de déplacements de population que ça l'amène en conséquence. Et puis, c'est pas particulier à cette époque-là non plus, on le sait bien. Donc, tout ça mis ensemble a fait que la vision d'un chef Huron, Gondiaron, qui a dit, si on fait des paix séparées, justement à cause de toutes ces mouvances et de cette instabilité dans le décor diplomatique, deux groupes vont s'entendre ensemble, les deux autres à côté vont se sentir menacés et vont faire une ligue pour contrer l'autre. Et on va toujours être en escarmouche, puis après les escarmouches, encore une fois, la guerre. Alors il faut vraiment, et c'était une grande vision pour l'époque, il faut vraiment une paix où tout le monde est là. Alors, il a pris, on peut pas dire le bâton de pèlerin, l'aviron de pèlerin peut-être, et il s'est vraiment promené partout pour se faire l'apôtre d'une grande paix continentale. Et c'était un familier de Frontenac, donc il y avait des accointances avec les autorités militaires de la Nouvelle-France, ce qui aidait grandement, évidemment. Et donc, c'est comme ça que, en août 1701, effectivement, officiellement, s'est signé une paix à Montréal qui a permis tout un essor économique, et notamment pour Montréal. Montréal était une bourgade fortifiée, alors qu'elle est devenue une métropole économique à ce moment-là. Et vous, 300 ans plus tard, vous vous dites, mais c'est une entreprise diplomatique et politique gigantesque et complètement tombée dans l'oubli, dont vous décidez Oui, d'en et faire d'ailleurs, Havard le suggère dans son livre, d'où on l'a repris, on a dit, on était plus affirmatif, on a dit c'est parce que c'est la diplomatie amérindienne qui était maître du jeu à l'époque, et c'est bien pour ça qu'elle a été oubliée, et en plus, il y a une reconnaissance implicite de la souveraineté des nations autochtones, parce que le souverain, à l'époque, quand le mot souverain vient de la royauté à l'époque, et le roi et la nation, c'était équivalent. Donc, de Callière, le gouverneur de la Nouvelle-France, et le représentant du roi de France, quand il signe, c'est pas Monsieur de Callière, c'est Monsieur de Callière, gouverneur, représentant la royauté, donc la souveraineté française. Et s'il pose sa signature à côté d'autres nations autochtones, automatiquement, ces nations sont de facto, en termes diplomatiques, reconnues comme souveraines. Et ça, évidemment, on a voulu longtemps l'oublier.
a eu tout un été sur les couleurs de la Grande Paix. Et finalement, ben là, Terres en vue et présence autochtone, on existait dans le paysage culturel montréalais. Parce que présence autochtone a continué chaque année quand même. Oui, voilà. Et évidemment, durant l'été de la Grande Paix, a pris une couleur très particulière. Et aussi, l'organisme Terres en vue devenait un interlocuteur tout d'un coup. Là, on ne pouvait plus nous dire on est trop occupé pour vous recevoir. C'était... on existait vraiment et on a eu un impact réel et important avec cette commémoration. Et là, je dirais, il y a eu une autre dizaine d'années où le festival a progressé, mais qui est devenu un festival, je dirais, festival moyen. Moyen avec des moyens fort modestes, mais qui, quand même, année par année, on attendait. Je me souviens. Une fois, ça m'avait fait plaisir, là, justement, c'était dans les débuts des années 2000, Culture Montréal avait demandé à des différents auteurs d'écrire des promenades dans Montréal. Alors, chacun choisissait un quartier, puis voilà, faisait de la prose et de la poésie sur son parcours à pied. Et c'était des gymnopédies littéraires. Et une des auteurs a dit « Ah, je vois que l'été arrive, les tipis sont là sur la place Émilie-Gamelin. » Alors, ça faisait plaisir. Ah oui, c'était sur Émilie-Gamelin à l'époque. Oui. Alors donc, oui, parce qu'on avait passé de la place Pasteur à la place Émilie-Gamelin, on progressait quand même. Et donc, déjà, on avait, dans l'imaginaire montréalais, on est en train de construire un espace. C'était un rendez-vous. C'était vraiment un rendez-vous pour les Montréalais. Un signal qui est là. Et ça aussi, on était contents parce que ça correspond aussi à une réalité qui était, durant l'été, les nomades du Nord qui venaient pour commercer sur le Saint-Laurent et évidemment sur l'île de Montréal. C'était une tradition millénaire qui a eu une importance fondatrice au moment de l'arrivée des Français dans la zone. Alors donc, c'est un retour donc à une certaine tradition qui s'effectuait dans un contexte extrêmement contemporain. Alors il y a eu ces 10 années-là qui ont été des années de consolidation, je dirais. Et là, il y a la place des festivals qui s'en vient, c'est là qu'on voit. Et là, c'est là qu'il a fallu y accéder. Je ne sais pas si vous voulez entendre une histoire guerrière, mais Je me rappelle d'une escarmouche avec Spectra, notamment, à cause des dates. C'était pas une question de lieu, c'était une question de date. Oui. Alors ça, les dates aussi étaient importantes parce qu'on était en juin à l'époque et on était évidemment place Émilie-Gamelin et les Francopholies se tenaient sur l'esplanade de la place des Arts. Donc, 3-4 coins de rue à côté, mais avec un budget 50 fois supérieur, avec des vedettes connues et tout. Et on voulait les installer en même temps que présence autochtone. Ce changement de date des Francopholies, évidemment, c'était un Boeing qui atterrit dans une petite cour et il y a plein de monde que ça dérangeait. Le Festival d'été de Québec, la fête nationale, puis bref, ça change complètement le décor, et tout le monde est pris par surprise et heurté, pas tous fâchés au même niveau, mais heurté par la chose. Et donc, on a finalement, plus tard, on est septembre, j'imagine, je me souviens plus des dates exactes, mais ça devait être fin septembre à but de nez, avec ma mémoire rétrospective. Et là, on est au local de la Société Saint-Jean-Baptiste, là, le très beau local là, sur la rue Sherbrooke, là, la très belle maison historique. Et là, je sais pas, il y a 7, 8, 9 intervenants, chacun qui sont communiqués. Moi aussi, j'avais mon communiqué. Et là, je voyais tout le monde, nous déplorons, c'est choquant, c'est pas des façons de procéder. Et là, je bouillais. Et quand ça arrive à mon tour, je dis, c'est ça le racisme. Voilà. Alors, j'ai lancé le mot en l'air. Alors là, j'ai vu toutes les caméras s'ouvrir, les micros se braquer sur moi. Et j'ai rajouté, j'ai dit, on a une administration qui a des réflexes mafieux. J'ai dit, c'est des réflexes mafieux s'enfermer avec des millionnaires pour décider du sort du reste.
Alors, les Le deux mot choses en R et le mot en M dans une même phrase. avaient Là, été ça lancés avait dans le frappé même fort. Ouais. paragraphe. Alors là, le lendemain, j'étais sur tous les et là, évidemment, ça l'a fait une grande commotion. Et quand je suis rentré à Terres en Vue, les gens m'ont dit, André, t'es allé trop loin. Là, vraiment, t'as été impeccable pendant les 10-11 ans. On va pas t'accabler avec ça, mais là, vraiment, on est dans la merde. Et de fait, il y avait le grand déjeuner annuel du Conseil des arts de Montréal où j'étais. Et quand je m'y suis présenté, tout le monde est là, tout le milieu culturel montréalais est là, tout le monde me regardait de loin avec des grands yeux. Certains comme si j'étais un pestiféré, d'autres comme si j'étais un cadavre qui marche encore avant d'aller se coucher au cimetière. Alors, effectivement, ça commence à m'atteindre. Le warrior en moi était quand même satisfait. Je me disais, quelque chose en moi me disait que c'était bien ce qu'il fallait faire. Mais là aussi, cette même automne, Richard Desjardins, un spectacle à l'Olympia. Et c'était son premier spectacle à l'Olympia. Alors, l'Olympia, on le sait, c'est la consécration pour un artiste francophone. Cette grande salle mythique sur les grands boulevards à Paris, ma chère. Hein, c'est quelque chose d'important. Et de fait, on l'a appelé et on lui a dit tiens-toi en réserve de République, ça tombe bien, t'es en France, toi en réserve de République, ça barde ici et s'il y a quelque chose à faire, on compte sur toi. Mais il était furieux. Et c'était c'était quoi, l'avant-veille de son show. Alors le rideau s'ouvre à l'Olympia, Monsieur Desjardins, son premier spectacle. Alors, avance et dit, bon, je vais commencer mon spectacle, mais j'ai une communication à faire. Je parraine depuis sa fondation un festival autochtone à Montréal. Les Francophonies de Montréal sont en train de le mettre en danger. Donc, avec les camarades français, nous allons organiser un grand boycott des Francophonies de Montréal. Maintenant, mon spectacle commence. Comme vous pouvez l'imaginer, le lendemain matin, j'avais un appel du service de la culture assez morose, mais cette fois-là, on voulait me rencontrer. Et de fait, c'est là qu'est arrivé, on a nommé médiateur un homme fort brillant, M. Chagnon, qui est un ancien haut fonctionnaire du Québec, qui a analysé les choses et qui, pendant ça a duré un bon 2-3 semaines, il a vu tous les papiers, les archives et les budgets. Finalement, au bout de 3 semaines, il dit je viens vous remettre mon rapport. J'ai parlé hier soir avec la ville. Il dit la première chose que j'ai dite, c'est que du domaine et ses grandes déclarations, c'est pas comme ça qu'on règle les dossiers. On fait pas des grandes déclarations tonitruantes comme ça. Néanmoins, ça avait porté fruit. Ben là, je dis rien. J'ai dit j'ai dit, j'en prends note. Est-ce qu'il y a autre chose? Il dit oui. Il dit, j'ai rajouté tout de suite après. Par contre, que sur le fond, si on accepte le ton injurieux qu'il faut mettre de côté, sur le fond du domaine a 100% raison. C'est-à-dire qu'un festival comme Présence autochtone ne pouvait pas subsister sur la petite place Émilie-Gamelin, à côté du grand déploiement des Francophonies, sur la toute nouvelle trendy place des festivals. C'est impossible. Ça va s'étirer, ça va mourir. Alors, vous avez raison là-dessus. Et donc, voici ma solution. Et la solution, c'était d'aller au mois d'août. Et là, on a atterri sur la place des festivals avec, cette fois-là en plus, un budget de start-up, puisqu'on arrivait sur une nouvelle place. Et c'est là qu'on a pu concevoir la magnifique scénographie qui est encore cours. Et là, on a changé de statut automatiquement. Oui. Tout le monde était sûr qu'avant de se rendre sur la place des festivals, on allait glisser sur une peau de banane et avoir l'air fou. Et au contraire, ça a été une grande réussite. Encore aujourd'hui, là peut-être moins maintenant avec la luminothérapie, là, qui ont fait des trucs formidables, mais longtemps, on nous a dit, et particulièrement du côté du Musée d'art contemporain qui nous voit de leurs fenêtres, et c'est des gens qui ont une certaine sensibilité esthétique, ils disaient, vous êtes les gens qui ont su habiter cette place et lui donner une beauté puis un caractère. En hauteur aussi, hein, voilà. Avec les tipis. Alors ça a été vraiment là la troisième période, celle où on se trouve encore en ce moment, où on est vraiment devenu un événement important.
Maintenant, on est quand même à la même table que tous les grands festivals. C'est vraiment un très grand changement de statut. Alors, quand vous disiez partir du microscope jusqu'à là, il y a eu des Ouais. très, très, très grands pas qui ont été accomplis. Mais vous parlez de présence autochtone et de terres en vue avec une éloquence, une chaleur et un amour extraordinaire. Et pourtant, on apprenait en septembre que vous vous retiriez temporairement pour envisager d'autres manières de promouvoir la culture autochtone. En fait, je me retirais de Terres en Vue pour mettre un peu d'ordre dans mes affaires, parce que j'arrive à 71 ans et là, paraît-il que je suis un vieux. Moi, je me sens encore tout jeune, mais paraît-il officiellement, j'aurais dû prendre un camion pour aller manifester pour dire je suis pas vieux, moi. Alors donc, il fallait que je mette un peu d'ordre dans mes affaires et que j'envisage un peu le lien aussi avec l'organisation, comment on allait le continuer. Et finalement, on a réglé des choses et je suis de retour. Alors, c'était pas... vous êtes de retour maintenant à Terres en Vue? Oui, c'était un pas de côté. C'était pas... je suis rassurée parce que je me demandais ce que vous alliez faire les 30 prochaines années. Non, mais vous me poserez la question quand j'aurai 100 ans. Oui, 101 ans, on vous attend. On a rendez-vous. Voilà. Merci André Dudemaine. Merci. Catherine Egault recevait aujourd'hui au micro de Confluent André Dudemaine, directeur du festival Présence autochtone et grand artisan du rapprochement entre les cultures. Un immense merci à André Dudemaine de nous offrir chaque année cet extraordinaire carrefour de découverte et de dialogue. Merci également à Valérian Fournier à la régie. L'émission Confluent est portée par l'organisme Mission Chez Nous. Pour écouter ou réécouter nos entrevues, www.missioncheznous.com. Mathieu, c'était la dernière émission de la première saison de Confluent. En effet, Catherine, 31 rendez-vous hebdomadaires, 31 rencontres magnifiques avec des personnalités autochtones ou des alliés. Malgré notre petit pincement au cœur, l'heure est aux réjouissances, Mathieu, car Confluent reviendra à l'automne. Oui, un grand merci de votre fidélité, chers auditeurs et auditrices de Confluent. Rendez-vous la saison prochaine et d'ici là, restez à l'écoute de Radio VM et de Radio Galilée.